Il y a quelques jours, le youtubeur Nota Bene a publié une vidéo sur le suaire de Turin truffe d'erreurs. En fait, il y a un problème plus général derrière cette vidéo qui est un souci méthodologique, épistémologique. Et je vais essayer de vous le résumer. En gros, l'argumentaire, c'est pas seulement de dire le suaire de Turin est une fausse relique, mais il est évident que le suaire de Turin est une escroquerie, une fausse relique. Et les seules personnes qui pourraient croire le contraire sont en quelque sorte des fous, des fanatiques, des illuminés. Et voici le raisonnement derrière. Il y a plein de fausses reliques qui circulent au Moyen-Âge, encore plus pour des reliques du Christ. Et puis pour les linceuls, on en a plein d'exemplaires dont on a prouvé au cours des siècles d'ailleurs qu'ils étaient des faux grossiers. Et c'est pas très étonnant parce qu'au Moyen-Âge, les gens sont croyants, pour ne pas dire parfois superstitieux, et donc des gens peu scrupuleux peuvent se faire de l'argent en trafiquant des reliques, des pseudo-reliques. C'est pas compliqué d'en faire, étant donné cette crédulité. Et pourtant, pour le suaire de Turin, même des ecclésiastiques se sont prononcés contre son authenticité, ont accusé un faussaire de l'avoir fabriqué, ont même eu ces confessions. C'est ce qu'explique l'évêque Pierre d'Arcy dans son mémorandum célèbre relatant les événements de son prédécesseur. Et en fait, ce récit corrobore tout à fait le fait que de toute manière, on n'a pas de traces du linceul de Turin en France avant le XIIIe siècle, la date effectivement où il apparaît et il est immédiatement dénoncé par l'évêque. Le carbone 14 n'a fait juste que renforcer ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que le linceul de Turin n'est qu'une fabrication du Moyen-Âge. Voilà, je pense avoir résumé les grandes lignes argumentatives qui font qu'évidemment on ne peut conclure que personne de sensé pourrait plus aujourd'hui penser que c'est le vrai linceul du Christ. Seulement quand on a dit tout ça, on n'a pas parlé du sujet principal autour de linceul de Turin, qui fait qu'aujourd'hui c'est l'artefact religieux le plus étudié au monde, en tout cas qui suscite tant de débats scientifiques. Le sujet, c'est l'image qu'il y a dessus, l'image du Christ mort, les mystères de cette image en tant que telle, de sa formation, mais tout simplement, pourquoi il y a une image plutôt que rien? Quand on y réfléchit sur ce qu'on prétend ou qu'on fait passer pour être le linceul du Christ mort. Alors certes, le fait qu'il y ait une image, ça permet de l'associer à l'histoire et à la passion de Jésus de Nazareth. Ça fait à peu près l'unanimité, qu'on soit pour ou contre l'authenticité de la relique. Mais en soi, pourquoi y a-t-il une image plutôt que rien? Et là, en fait, tous les arguments que j'ai utilisés précédemment, on se rend compte que, en fait, ils sont pas si forts en tant que tels, et ils peuvent être utilisés à contre-emploi. Par exemple, tous les faux. C'est intéressant, justement, le fait qu'il y ait plein de linceuls dont on a pu prouver qu'ils n'étaient pas de vraies reliques du Christ mort. Comment ça se fait que pour ces linceuls, on a aujourd'hui l'unanimité, même chez des croyants, qu'ils ne peuvent pas être une relique authentique du Christ? Et pourquoi ça continue à poser autant de débats sur le linceul de Turin? On va pouvoir les utiliser comme contrefactuels. Et donc quand on regarde les catégories de pseudo-linceuls, il y en a deux. D'abord ceux où il n'y a pas d'image. Et en fait, en soi, c'est logique, on ne s'attend pas normalement à avoir une image du corps d'un mort sur son linceul. Donc ça, c'est tout ce qui est catégorie suaire de Cadouin. Et puis de l'autre côté, les linceuls qui représentent une image du Christ mort. Et en fait, on sait aujourd'hui que c'était des copies du linceul de Turin. Et pour certaines, étonnamment, ils ont fini par oublier que c'était des copies et ils ont été fait passer comme étant les vrais. L'exemple de cela archétypal, c'est le suaire de Besançon. On sait aujourd'hui, on pense que c'était une peinture. Il a été détruit à la Révolution française, mais effectivement, il était de plus mauvaise facture, mais une copie du suaire de Turin. Et voilà ce que disait, c'est intéressant, un argument du XVIIIe siècle dans une dissertation contre l'authenticité du suaire de Turin. Il était dit:
Je soutiens que l'empreinte qu'il porte, donc le suaire de Besançon, est une marque évidente de sa fausseté, parce qu'elle est incroyable en elle-même et impossible. Combien plus aujourd'hui? Il rajoute aussi: Dieu n'a pas dû vouloir en faire aucun de miracle ni former cette image. Donc précisément, il réutilise le simple fait qu'il y ait une image et que cette simple présence nécessiterait un étonnant miracle pour dénier sa qualité de suaire authentique au suaire de Besançon. Et pour le suaire de Cadouin, la prétention à la vérité tirée du fait qu'il n'y a précisément pas d'image a été utilisée par ses défenseurs encore au XIXe siècle. Le vicomte de Gourgues exprime justement cela, que ceux qui se présentent comme linceul du Christ, mais qui ont une image dessus, en fait, sont des reliques de second ordre, peintes comme les suaires, c'était une pratique pieuse à l'époque. Et donc, cet usage, enfin, le fait que la présence de cette peinture signe qu'ils ne peuvent pas être directement la relique, le linceul du Christ, comme le vicomte de Gourgues le défend pour le suaire de Cadouin. Alors, c'est intéressant, revenons au Moyen-Âge. Il n'a pas été présenté comme une peinture pieuse, il a été dès le départ présenté comme étant la fabrication d'un faussaire par les premiers évêques du lieu, si l'on en croit nos sources historiques. Mais en y réfléchissant, qu'est-ce qu'on sait à l'époque? Oui, il y a beaucoup de suaires qui circulent, le prétendu suaire du Christ. Bon, ça n'a pas échappé non plus aux gens de l'époque. Le fait que des ecclésiastiques se soient prononcés contre, ça semble assez logique si on relie au fait qu'on connaît la multiplicité de reliques qui, dans beaucoup de cas, ne peut pas, se concevoir sans porter atteinte au principe de non-contradiction. Donc le fait que des ecclésiastiques aient pu dénoncer une relique comme étant une fausse, ça semble logique que si on a plusieurs concurrentes, il y en a des fausses. Et ça montre surtout que les chrétiens sont peut-être pas si stupides ou irrationnels que ça. En tout cas, le fait d'être très engagé à l'Église n'implique pas plus de crédulité, justement, ou de fanatisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans l'histoire du linceul de Turin, on voit que les premiers opposants les plus farouches ont souvent d'ailleurs été des gens d'église engagés dans l'institution, de Pierre d'Arcy jusqu'à Ulysse Chevalier, en passant, qui était chanoine, en passant par Victor Saxe, prêtre, j'en oublie, Odile Sellier, le dominicain Meldamé, tout ça c'était des ecclésiastiques. Et à l'inverse, on a eu des non-croyants qui ont étonnamment défendu farouchement l'authenticité du linceul comme étant celui de Jésus de Nazareth, que ce soit le scientifique agnostique Yves Delage de l'Académie des sciences ou le juif Barry Schwartz. Et donc ça montre justement que c'est pas une question simplement de fanatisme, et que c'est surtout pas sur la question de l'authenticité du suaire que les chrétiens basent leur foi, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est un faux, et plus curieux, inversement, beaucoup de non-chrétiens pensent quand même que c'est un vrai. Et inversement, le fait qu'il y ait peut-être une plus grande crédulité au Moyen-Âge, en tout cas qu'il n'y ait pas forcément des moyens d'examen comme ceux qu'on a eus au siècle qui suivent, ça montre que justement c'est assez simple pour un faussaire de faire passer un faux, une fabrication, pour une relique. C'est pas très compliqué pour lui. Et a fortiori, inversement, aujourd'hui, ce serait assez facile de démontrer qu'il s'agit d'un faux, surtout s'il y a un signe sur lui de falsifiabilité. Et c'est précisément ce qui s'est passé pour le suaire de Turin, quand on l'a pris en photo pour la première fois. En 1898, l'évolution de la technique de photographie permet à Secondo Piglia d'en réaliser les premières photographies. Et c'est à ce moment-là que cet objet entre dans le champ de la science. Et il suscite un intérêt tout à fait nouveau que sa simple histoire n'aurait pas produit. Lorsqu'il observe le négatif, Secondo Piglia se rend compte qu'il
l'image est beaucoup plus claire en négatif. Il y a une précision anatomique, pathologique, une information de distance. On voit beaucoup plus d'informations et notamment sur la crucifixion qu'on ignore. Alors on voit des choses qui sont totalement cohérentes avec le récit de la Passion, les blessures anté ou post-mortem, les écoulements de sang, mais on apprend aussi des éléments nouveaux sur la forme de la couronne d'épines, sur la nudité totale du corps. On apprend qu'il a été flagellé nu parce que les traces de coups de flagellation se retrouvent sur son torse, sur ses fesses, ses jambes, son dos. On voit beaucoup de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et évidemment, tout ce que je vous raconte là, ça n'a pas été dès la première photographie, mais très vite, des travaux se font sur ces photographies. Alors, il y a toujours des contestations. À l'époque, on dit que le négatif, enfin, il y a une photographie trafiquée. Il faut vraiment, en 1931, les photographies suivantes de Giuseppe Enrier pour que ce débat se tasse un peu. Mais les intuitions sont déjà là. Et puis ça continue jusqu'à notamment les travaux en 1978 sur le tissu même par une équipe scientifique multidisciplinaire qui permettent d'en identifier les propriétés physico-chimiques exactes et de les objectiver, notamment sur l'hypersuperficialité de l'image qui est seulement sur quelques microns du tissu. Le fait qu'il n'y ait pas d'image en dessous des traces, etc. De faire par étude des spectronomiques, enfin d'essayer de voir les substances constitutives du sang, de sérum. Tout ça, en fait, va complexifier la question de la formation potentielle de l'image, parce que ça va surtout en exclure des méthodes, puisqu'il faudrait que ces méthodes produisent les mêmes propriétés qu'on voit sur le linceul. Spectronomique, pardon. Ces études séminales sont à l'origine de la publication d'une vingtaine d'articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, dans les débuts des années 80, comme Analytica Chimica Acta. C'est un peu le cœur technique de nos connaissances sur le suaire, leur base, mais il faudrait y consacrer une autre vidéo, ce n'est pas l'objet de celle-ci, plus sur la méthodologie. Face à ces premières photographies et à ces premières études consécutives, notamment par des médecins légistes ou d'autres scientifiques qui sont très intéressés par ce que nous dit l'image sur les souffrances de l'homme qui est représenté, on a un mouvement de contestation immédiate de ces travaux menés par le chanoine Ulysse Chevalier, qui va montrer tout simplement que dans les sources, dès le départ de son apparition en France, le suaire de Turin est controversé et remis en cause par les évêques du lieu. L'évêque du lieu et son successeur, Henri de Poitiers, via Pierre d'Arcy. Et en fait, cette histoire de la controverse, on la connaît depuis longtemps, et notamment pour l'époque plus moderne, en 1877, la revue catholique de Troyes faisait déjà le point sur ces difficultés qu'avait posées dès le départ la relique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ulysse Chevalier va expliquer que de toute manière, tous les travaux menés à travers notamment les études des négatifs photographiques du suaire de Turin n'ont aucune valeur, puisque l'histoire montre que c'est une fausse relique, puisque c'est ce que pensait l'évêque du lieu, et en plus, Pierre d'Arcy prétend que, encore une fois, le faussaire, on l'avait identifié et que ça a été artificialitaire des Pictus. Et donc, ce qui veut dire que le suaire a été peint, c'est une peinture, et donc circulaire, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, lui-même conteste formellement l'originalité des photographies. Il ne s'occupe même pas de ce critère. Selon lui, l'histoire permet seule de trancher. Seulement le problème, c'est que par rapport à ces caractéristiques et ces études qu'on a très brièvement mentionnées, l'hypothèse d'un faussaire, c'est la plus difficilement tenable par rapport à ce qu'on voit sur l'image. Non seulement la difficulté technique de sa production,
et aussi le fait de ne pas se conformer à des codes d'art religieux ou alors les préjugés sur ce qui était la crucifixion au Moyen-Âge, mais aussi la motivation simplement d'un faussaire, si on reprend tous les arguments, de se donner tant de mal à faire une pièce fausse qui en plus, échec total, est considérée comme fausse dès qu'elle apparaît. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement, en fait, c'est beaucoup de choses qu'on voit de l'image depuis 1898 n'étaient pas lues au Moyen-Âge, c'était pas forcément lisible, pas vu à l'œil nu, mais en plus, elle pouvait constituer un contre-argument quant à la véracité du linge. Alors, je vous ai dit par rapport au cadre artistique, c'est jamais une question facile parce qu'on imagine que si le linge s'est inséré déjà dans l'histoire de l'Occident, mais encore plus s'il l'a été en Orient précédemment, comme ce que pensent les partisans de l'authenticité de la relique. D'ailleurs, entre parenthèses, s'il n'était pas en France avant que les premiers documents attestent qu'il était en France, ça veut bien dire peut-être qu'il n'était pas en France, donc tout simplement, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'était pas existant, mais qu'il était sûrement en Orient. En tout cas, c'est ce que pensent les grands partisans de la relique, et dans ce cas, il faut l'identifier avec une autre relique qui aurait disparu à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a tout un débat sur l'identification avec l'image des déesses, les fameuses images hiéroglyphiques, c'est un autre sujet. Mais on voit que personne vraiment ne défend l'idée que le suaire de Turin était en France avant qu'il arrive en France. Il ne s'appelait pas évidemment le linceul de Liré, là où il est apparu la première fois. Je referme cette parenthèse. Mais donc si artistiquement, évidemment, s'il y existait, on peut imaginer qu'il a influencé à la fois les œuvres de son temps, il s'est inséré dans cette histoire, mais aussi s'il a une histoire précédente, il a pu, ça c'est toute la théorie des signes d'identification de Vignon, influencer directement l'art chrétien, et notamment la représentation du Christ barbu, et pendant sa passion, donc la barbe bifide, et pendant sa passion, une trace de sang qui a pu être interprétée comme une mèche, qu'on retrouverait dans des arts, dans des représentations paléo-chrétiennes. Bref, je referme le sujet, ça c'est vrai, mais néanmoins, il reste quand même des traces qui, comme je vous le dis, la crucifixion, c'est un art qui s'est perdu, surtout au Moyen-Âge, donc on n'en savait pas les détails, et c'est pour ça que beaucoup de médecins légistes se sont passionnés pour le suaire, parce qu'ils pouvaient, avec leurs connaissances anatomiques, reconstituer ce qu'était une crucifixion romaine à l'époque, et on voit encore des Philippe Boxeau, des légistes agnostiques qui continuent à s'instruire à travers le suaire sur ce que c'était et redécouvrir, refaire des hypothèses et redéfinir ce qu'était une crucifixion romaine. Malgré tout, si cela est vrai, c'est qu'il y avait dû avoir des erreurs sur ce qu'était une crucifixion romaine. Typiquement, les traces des clous dans le linceul de Turin sont au niveau des poignets et pas des paumes. Et ça a été expliqué, c'est que l'espace de Desto, il y a un air et ça permet en fait de fixer le bras sans que la paume se déchire, et on ne peut pas donc crucifier au niveau de la paume. Si on veut que ça tienne le poids du corps, c'est plutôt au niveau du poignet. Mais ça, au Moyen-Âge, c'était contre-intuitif, et c'est d'ailleurs pour ça que dans une dissertation, cette fois pour l'authenticité du suaire de Besançon, alors c'est intéressant, le suaire de Besançon c'est une copie, mais de moins bonne facture, donc on peut voir justement ce qui est normalement une copie pour un artiste du Moyen-Âge, à quoi doit correspondre un linceul même copié du Christ. Il fait remarquer que sur le suaire de Besançon, les clous sont bien dans les paumes, alors qu'à Turin, elles sont dans le poignet. Et cela montre donc que c'est bien le suaire de Besançon qui est le vrai, parce que tout le monde sait évidemment que la crucifixion se fait dans les mains et pas dans les poignets. Évidemment, nous on le regarde cet argument dans le sens inverse, mais ça prouve bien que quelques siècles avant, cette représentation pouvait étonner. Sans compter la question de la nudité totale qui n'était pas habituelle dans l'art de ce temps. En fait, c'est tellement vrai qu'on ne peut pas que se baser sur l'hypothèse historique que ce fameux peintre qui a artificialité peint habilement ce linceul
André Perret, qui en 1960 a écrit une histoire du linceul de Turin, se plaint que beaucoup de partisans de l'authenticité du suaire montrent justement que comme on peut prouver que ce n'est pas une peinture assez facilement l'image sur le linceul de Turin, et donc forcément ce que nous raconte Pierre Darcy est faux. Et il essaie de s'en sortir en disant oui, mais peut-être que Depictus, ça peut vouloir dire quelque chose de plus large. En tout cas, ça ne se restreint pas à une seule forme de production qui est la peinture. Ça pourrait peut-être être une autre technique. Alors, il fait cette remarque en passant, mais l'argument finalement est repris en enlevant la raison derrière, qui est qu'en réalité, les gens qui défendent ça ne sont eux-mêmes bien sûr pas sûrs que s'il s'agit d'une peinture. Ils sont moins honnêtes en quelque sorte que les chevaliers qui ne s'appuient que sur l'histoire et donc la définition obvie du mot pour en déduire c'est qu'est l'image que nous avons aujourd'hui entre les mains. Eh bien eux, ils vont éluder cette difficulté et on retrouve Nicolas Sarzeau, qui a coécrit la vidéo avec Nota Bene, qui le premier a carrément changé la traduction en dépeint. Alors que c'est pas le sens évident, en tout cas au départ tout le monde le traduisait par peint. Et pourquoi il traduit ça en dépeint, malgré le pape qui, dans sa premier essai de bulle, reprenant les arguments de Pierre Darcy, parle aussi de peinture, pictura, une image peinte. En fait, c'est parce que lui-même ne croit pas qu'il s'agit d'une peinture. Quand on écoute ses interviews, il pense que c'est une image imprimée. Bon, c'est toujours pas possible, mais du coup, le mot dépeint lui permet de maintenir cette ambiguïté. Mais en termes de démarche scientifique, c'est pas très honnête. Ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas faire fi de tous ces travaux sur l'image qui montrent justement que c'est pas du tout une méthode de reproduction conventionnelle. Et on se demande même quelle est la motivation d'un faussaire de faire quelque chose d'aussi compliqué qu'on n'arrive pas à objectiver de quoi il peut s'agir. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'on ne le saura jamais. Il y a des études, notamment avec des lasers, à forte impulsion, à femtosecondes, donc des impulsions d'énergie très, très fortes et très rapides, qui reproduisent cette caractéristique de l'hyperficialité, qui fait qu'il n'y a pas de contour, notamment sur l'image. Elle relève en même temps une information de distance. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Ce que je veux revenir, c'est vraiment sur l'argument, encore une fois, comment on essaie... grâce notamment aux suaires dont on sait qu'ils ne peuvent pas avoir été celui du Christ, comment on voit à quel point celui de Turin, à travers cette falsifiabilité énorme qu'offre l'image et qui fait que ça devient un objet de recherche scientifique, résiste bien et surprend. En fait, on va reprendre justement contre cette prétention à faire de l'histoire le seul élément pour étudier le suaire de Cadouin. Alors le suaire de Cadouin, contrairement à ce qui est dit dans la vidéo, c'est complètement faux. Ce n'est pas en 1930 qu'on découvre qu'il y a des inscriptions arabes, koufiques dessus. C'est bien plus tôt, il est juste mal informé. C'est en 1898, je vous avais parlé de cette controverse, eh bien on retrouve Ulysse Chevalier qui répond au scientifique Sana Solaro, un jésuite qui est convaincu de l'authenticité du linceul. Celui-ci se borne à éliminer les concurrents du suaire de Turin les plus redoutables, comme le suaire de Cadouin, et Sana Solaro explique que Lompérier a vu sur ce suaire des versets du Coran, ça ne peut donc pas être le vrai suaire du Christ. Et Ulysse Chevalier de rétorquer que pourtant, avec les seules sources historiques, les deux ne sont pas plus convaincants l'un que l'autre. Mais en fait, précisément, Sana Solaro ne s'est pas appuyé sur la richesse historique de ces reliques pour réussir à prouver que l'une était fausse. Il a simplement utilisé un élément de falsifiabilité qui est la présence de caractères en arabe qui signe assez immédiatement qu'elle en a été sans aucun doute même la principale utilité. C'était d'être un tissu fatimide et donc il n'a pas été créé dans ce but, même s'il vient bien d'Orient. Et c'est évidemment plus tard qu'il y a une publication, oui, mais c'est mené par Frances, un jésuite qui est lui convaincu de l'authenticité du suaire de Turin, qui veut faire une monographie de ces reliques de la Passion du Christ et qui se rend compte effectivement du problème, prend en photographie, envoie au spécialiste orientaliste Gaston Witt
ces photographies et celui-là arrive à déchiffrer effectivement ces caractères koufis qui étaient brodés en fait sur le tissu. À partir de là, et bien brutalement, la vénération de la pseudo-relique, grande concurrente du suaire de Turin, cesse. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire? C'est que la photographie du suaire de Cadouin a finalement signé sa fin. Alors même que sur le suaire de Turin, ça aurait pu, puisque de même manière, si on avait découvert tout de suite quelque chose qui nous ramenait au Moyen-Âge, on aurait pu finir sa carrière en quelque sorte. Là, ça a été extrêmement rapide. À partir du moment où on découvre un signe évident de fausseté, il n'y a pas à se réinterroger sur l'histoire vraiment de la relique, même si évidemment on peut le faire et cela a été fait. On voit d'ailleurs que c'est une relique qui vient bien du Moyen-Orient, donc qui a été vraiment translatée au moment des croisades, ce que la plupart des gens pensent être le cas pour le suaire de Turin qui apparaît à cette période, au moment où beaucoup de reliques apparaissent, mais évidemment aussi beaucoup des fausses. Comment discrimine-t-on des vraies des fausses? Et c'est très intéressant parce que quand on voit bien que le souci c'est l'image, on se rend compte que de deux choses. D'abord, la découverte de Sarzeau qui montre que l'image du linceul de Turin était controversée, nous dit quelque chose. C'est qu'elle nous dit que le suaire a été présenté comme un vrai au Moyen-Âge. Et ça, c'est une information intéressante. Il n'avait pas d'usage antérieur différent, par exemple pour une vénération, pour des cérémonies de la Passion. Et il a été créé pour être un faux. Ça, c'est intéressant parce que, étant donné, encore une fois, la nature de l'image, ça ne colle pas. C'est très compliqué. Là, pour le linceul de Cadouin, ça n'a été pas créé initialement pour être un faux, mais ça a été fait passer pour un vrai ultérieurement. C'est pas ce qui se passe pour ce suaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on comprend que l'image, le problème de l'image, c'est ça, le problème du suaire, on voit que la datation au carbone 14 est aussi pas un sujet sur l'image. C'est une question de datation et c'est pas une méthode magique. Bon, c'est une méthode scientifique qui utilise la demi-vie des isotopes radioactifs du carbone pour déterminer l'âge d'un tissu, d'un objet, un objet organique, sachant qu'à partir de la mort d'un organisme, il perd du carbone, puisqu'il n'y a plus d'échange avec l'air, avec le reste du monde vivant, et donc c'est grâce à ça qu'on peut en déterminer la date. Mais encore une fois, c'est pas une méthode magique, ça repose, et on n'a pas besoin de connaître la méthode scientifique pour comprendre les critères de validité externe, que le comptage des isotopes radioactifs présents dans l'échantillon soit bon, et donc là par exemple typiquement avec les analyses au carbone 14 ça posait pas de problème puisqu'on avait 3 labos. Il suppose qu'il n'y a pas eu de contamination ou de réenrichissement soit en carbone soit dans cet isotope particulier de carbone. Ça aiderait de savoir comment l'image s'est créée pour pouvoir explorer cette hypothèse. Il suppose tout simplement que l'échantillon soit représentatif du tissu qu'il prétend dater, et il suppose qu'il n'y ait pas eu de fraude. Or, précisément, Nota Bene nous cite Cicero Moraes pour contredire la crédibilité morphologique du suaire. Alors c'est un peu dommage parce que il y a déjà eu des réponses à cet article, enfin des réponses dans le processus scientifique, donc sous la revue Archéonométrie qu'il a publiée. Par contre, dans cette revue Archéonométrie, précisément en 2019, a été publiée la réfutation des prétentions au carbone 14 en prouvant ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'inhomogénéité des données de base, que l'auteur a pu récupérer après une requête administrative, au bout de 30 ans quand même, l'inhomogénéité de ces données de base, de cette donnée brute, ne permettait pas de conclure aux dates qui ont été données ensuite, parce que cette non-homogénéité n'assurait pas la représentativité des échantillons testés. Voilà, c'est tout pour expliquer tout simplement que quand on étudie un objet, il faut en avoir une vision large.
et pas simplement s'appuyer sur une seule source. Le problème étant que Nota Bene s'appuie sur quelqu'un qui lui-même ne connaît pas suffisamment le dossier. En bonus, j'aimerais citer quelque chose qu'Ulysse Chevalier, dans ses premiers débats au XIXe siècle, que j'ai plusieurs fois cité, dit quant aux partisans de l'authenticité du suaire, à l'époque, des gens, notamment des scientifiques, mais aussi des croyants. Il parle du chartiste Arthur Lotte, qui défend cette authenticité. Il met en cause non seulement ce qu'il croit du suaire de Turin, mais aussi sa probité. Il dit « Cette personne croit à l'authenticité des graffitis d'Alexamenos ». En fait, ce sont des graffitis qui représentent le Christ à tête d'âne et qu'un certain Alexamenos est en train de vénérer. C'est une découverte tellement très incroyable parce qu'elle renseigne sur les temps des premiers chrétiens et aujourd'hui, elle est considérée comme la probable plus ancienne représentation du Christ crucifié à travers ce graffiti insultant. Eh bien, ici, Ulysse Chevalier utilise le fait qu'Arthur Lotte pense qu'il s'agit d'un vrai graffiti de l'époque pour le décrédibiliser. Parce qu'évidemment, intuitivement, l'idée c'est qu'une découverte aussi massive ne peut pas être vraie. Aujourd'hui, les gens, le monde scientifique pense que probablement c'est un vrai, il n'y a pas vraiment de débat autour de ça. Mais à l'époque, les préjugés scientistes, même d'une personne d'église comme Ulysse Chevalier, sont tels qu'on ne pouvait pas croire à la réalité de reliques aussi anciennes et aussi éclatantes quand tu as la vérité, une certaine vérité de l'histoire chrétienne. Et c'est un peu la démarche de Nota Bene aujourd'hui, qui essaie justement de décrédibiliser implicitement dans sa vidéo la probité et la valeur de l'argumentation de ses adversaires. C'est pas seulement sur la base de leurs travaux, mais en essayant de montrer que leur démarche est absurde en tant que telle. Je trouve de voir qu'en un siècle d'écart, on retrouve les mêmes préjugés intéressants.